Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue sur Radio Merguez Co pour ce 10e épisode de la saison de Barbecue Rugby. Et autour des brèves, pour nous accompagner, on retrouve nos prestigieux consultants qui sont prêts pour des analyses, des sorties d'analyse rapides autour des rucks. J'ai cité Dan Buster. Comment ça va, Dan Buster, revenu de Kaboul? Ça va mieux au niveau de la technique? Ça va beaucoup mieux au niveau de la technique, ça va beaucoup moins bien depuis hier, où là je pense qu'on est revenu au rugby des années 60-70 sous la pluie et en plein hiver, c'est-à-dire avec des scores à l'époque il y avait 3-0 ou 6-3. Là, on comptait les points différemment aussi. On comptait les points différemment, puis surtout les buteurs étaient beaucoup moins performants. Mais on est revenu à un rugby de tranchée. Ok. Voilà. Mais Dan Buster est déjà en train de nous parler du dimanche après-midi de Coupe d'Europe. Mais on va continuer à présenter nos consultants. Bilal Rubix est avec nous. Comment vas-tu, Bilal? Moi, je vais bien. Je suis même complètement prêt à affronter Dan pour le débat de la merguez. Là. Moi, je suis pas d'accord avec lui. C'était un super week-end. Hein. Moi, je suis pour les matchs fermés. Je suis pour le rugby des années 60-70 où ça s'envoyait des gros pains à la sortie des rucks. Ok. Mais ça sent le bon débat merguez. Et puis, avec nous, un nouveau, en la personne de Thomas Castagnette. Comment vas-tu, Thomas? Est-ce que tu es prêt pour participer à ce grand débat merguez qui s'annonce entre Dan Buster et Bilal Rubix? Bonjour à tous. Merci de m'accueillir tout d'abord. Oui, je suis prêt. Je vais compter les points entre Bilal et Dan. J'ai aussi mon petit avis sur la question, effectivement. Je trouvais que c'était un dimanche quand même un peu ennuyeux par rapport au samedi, par exemple, au super match de La Rochelle, mais bon. Ok. Je vois déjà que l'arbitre est partial. Hein. C'est un peu un arbitrage anglo-saxon quand même, là, non? On va voir ça. Et puis, il va nous rejoindre probablement ou possiblement Bob Landers, qui est actuellement retenu pour avant de pouvoir participer à cette belle émission, mais qui va, à mon avis, parvenir à nous rejoindre. Il fait ses contrôles antidopage. C'est ça, ouais, voilà. Il a le contrôle antidopage avant de participer au match. Bon, alors, Dan Buster a un peu abordé la question, mais c'est vrai qu'on va quand même beaucoup parler des matchs de ce week-end en Coupe d'Europe. Effectivement, il y a eu évidemment 4 matchs avec pas mal de clubs français, comme on l'avait dit sur la semaine dernière, et ça s'est pas passé exactement comme le week-end dernier. On va dire surtout au niveau du jeu, on va dire qu'il y a eu nettement moins d'essais. Et puis on va commencer par ce premier match qui a eu lieu samedi, qui opposait La Rochelle contre Sale, et qui a vu encore une victoire de La Rochelle qui n'en finit plus de nous impressionner. Une victoire 45-21 et qui nous a, qui je pense nous a convaincus. Je vais laisser la parole à Dan pour parler de ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de La Rochelle que tu décrivais déjà le week-end dernier comme quasiment déjà sur le toit du monde? J'avoue que je suis impressionné par cette équipe de La Rochelle. Devant, ils sont avec un skeleton absolument monstrueux. Ils sont très lourds devant, mobiles. Ils ont une troisième ligne de feu. Vraiment, je pense que sur la fin de saison, ça va être une équipe très difficile à prendre, que ça soit en Coupe d'Europe et en top 14. Il va falloir aller les chercher. Hein. J'avoue que je suis assez époustouflé par le talent de cette équipe, qui a une étoile en plus derrière qui s'appelle Dulin. Mais vraiment, chapeau. Hein. Et à la mi-temps, quand au final Sale revient et marque un essai juste avant la mi-temps et revient à 18-16, tu t'es pas dit que peut-être que ça pouvait coincer de par un peu on va dire l'inexpérience à ce niveau-là, on va dire dans des matchs de très haut niveau? Non, parce que si on reprend l'historique de La Rochelle depuis le début de saison, c'est une équipe qui joue beaucoup. Et les charnières se font autour de la 60e minute, comme aujourd'hui, beaucoup de matchs où le résultat se joue vraiment au début de la deuxième mi-temps, voire au milieu de la deuxième mi-temps. La 60e étant un moment de plus en plus important. Et c'est là où on voit des renversements et des retournements, ou alors véritablement, comme on l'a vu avec La Rochelle,
contre Sale, un écart qui se crée définitif. Ouais, bon, après, on peut noter quand même que justement, La Rochelle, ils n'ont pas eu besoin d'attendre la 60e pour prendre l'ascendant sur Sale, puisqu'il y a Roule qui a fait sa loi, on peut le dire aussi, tu l'as pas forcément cité, mais qui a marqué un essai dès le début de deuxième mi-temps et qui a enchaîné derrière. Oui, mais lui, il a déroulé. Il a déroulé, effectivement. Bilal Rugbix, alors si on a bien compris, toi, tu as plutôt trouvé ce match pas terrible, vu le nombre d'essais et cette volonté des deux équipes de jouer un peu au large. Il y en a marre de dire que quand il y a de la défense, c'est mauvais. Moi, j'aime pas les matchs où en fait où il n'y a pas de défense, c'est pas forcément des matchs qui sont intéressants à voir jouer. On n'est pas tous forcément intéressés de voir des scores fleuves et finalement, elle est où l'opposition là-dessus? Après, non, en vrai, c'était quand même un beau match. Je vais pas non plus bouder mon plaisir. Hein. Je suis pas ennemi du fun. Hein. Non, mais je souscris tout à fait à ce qu'a dit, à ce qu'il vient de dire Dan. Hein. La 60e, on le voit dans la plupart des matchs, de plus en plus de matchs, c'est vraiment un moment clutch pour les matchs, pour les équipes qui dominent. Celles qui dominent à la 60e, elles arrivent enfin à creuser l'écart et tout. Ça s'est vu sur la plupart des autres matchs, d'ailleurs, hein, de cette demi-finale. Et ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, les équipes françaises, elles sont mieux armées physiquement, j'ai l'impression, que les équipes anglo-saxonnes et les équipes anglaises. Et ça, je le trouvais déjà par rapport à l'équipe de France qui, toujours à la 60e, réussit à convertir ses temps forts. Mais bon, après, je me disais, c'est des matchs internationaux, c'est le Covid et tout, mais ça se confirme. Clairement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du physique, de l'impact physique et de la forme qui est mieux managé dans les équipes françaises que dans les équipes anglaises. Et ça joue pas mal dans l'absolu, mais clairement, c'était pas au niveau physiquement que La Rochelle. Ouais, c'est noté. Effectivement, on peut noter que La Rochelle a quand même eu une énorme mêlée sur ce match. On peut dire qu'ils ont vraiment fait preuve de puissance par rapport à Sale. T'en as pensé quoi, toi, de ce match, Thomas? La Rochelle qui continue à aligner vraiment de belles performances, qui est quand même solide sur pas mal de postes. Est-ce qu'ils ont aucun point faible, ces Maritimes? Et je trouve que La Rochelle a des individualités à chacune des lignes. Ils ont quand même une équipe qui maintenant fait rêver. Et en plus, un sens du collectif qui est juste impressionnant pour un petit poussant en Coupe d'Europe. Enfin, en face, quand même, c'est une équipe de Sale. C'est pas un promu. Et La Rochelle arrive petit à petit à se faire une place en top 14 et en Coupe d'Europe. Et ce match-là, pour moi, c'est du rugby champagne où à chaque fois qui avait une occasion, ils ont réussi à la concrétiser avec une pression offensive, une pression défensive et des individualités qui peuvent faire la différence à chacun des instants entre la première et la 80e minute. Et je reviens sur Raymond Roule qui a fait quand même un match de fou. Il était là, il était toujours présent et je me souviens d'un essai, je crois que c'est le premier ou le deuxième essai, je sais plus exactement, où il est toujours là, il tape un sprint de 50 mètres pour aller aplatir un essai. Effectivement, il y a la part de chance qui est là, mais la chance, elle se provoque et La Rochelle réussit à saisir ses opportunités à chacun des matchs et pourrait même peut-être faire le doublé, hein, parce qu'ils ont l'équipe pour faire le doublé. Ils n'ont pas de profondeur de banc, mais ils ont quand même une équipe qui est là et qui joue au physique, au mental et qui fait vraiment une bonne impression à chacun de ces matchs. Hein. Ah, mais devant, techniquement, c'est fort hein, quand même. Hein. Franchement, ils ont un 5 de devant. Ils ont un pack, ils ont un 5 de devant qui est juste monstrueux. Hein. Surtout que c'est pas des joueurs qui étaient super forts dans d'autres équipes qu'ils ont récupérés. C'est des joueurs qui ont été formés et qui sont montés petit à petit en puissance, quoi. Et même Antonio, Antonio qui retrouve, je sais pas, enfin, on a même l'impression qu'il court partout. À un moment donné, sur un engagement, c'est lui qui a contré sur l'engagement. Ouais. Tout à fait. Ils sont 15 sur chacun des rucks, ils sont 15 sur chacune des actions, ils sont partout. Ils sont partout et Bilal, je te rejoins. Ils sont vraiment impressionnants et ils sont physiques. Et je sais pas comment ils font pour tenir aussi longtemps parce qu'ils sont toujours présents.
Attends, alors, bonjour à tous. ouais. Alors, on a retrouvé Bob Landers qui a enfin réussi à faire son test antidopage. Donc ça, c'est Ouais, c'est ça. Ça a été un peu plus long que prévu, mais bon, bonjour à tous. il est Très malheureusement le test est positif, mais bon, c'est pas. Ouais, mais voilà, je suis chez moi. Très content de vous retrouver. J'ai pu écouter l'analyse très fine de Thomas. Enchanté Thomas. Et par rapport à La Rochelle, juste un truc, je pense que ça va être la première équipe peut-être du monde à faire un pack de devant à 1 tonne. Je pense on n'est pas loin là. Là déjà avec Antonio et l'Australien là en deuxième ligne, ils sont déjà Quelle tonne? à 300 kilos à deux. Donc après, il faut juste du 115 pour 6 autres joueurs, ça peut passer. Hein. Ah, mais c'est vrai que Skelton, contrairement à son nom, il n'y a pas que des os. mais je dirais que Antonio, je l'ai aussi beaucoup aimé en tant que. Il avait l'air d'être aussi un chef de meute quand même. Il arrivait à mobiliser un peu tout le monde. Il n'est pas toujours. Ça lui arrive d'être maladroit, mais il a quand même réussi à gratter quelques ballons. Il était là au combat et il est arrivé à mobiliser tout le pack, même après, par exemple, l'essai qu'ils ont pris juste avant la mi-temps. C'était un peu le mec qui est arrivé à rebooster tout le monde. C'était vachement intéressant. Donc, ton avis, Bob, sur La Rochelle, qui aligne des performances vraiment incroyables à un niveau exceptionnel. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils alignent des prestations incroyables, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Et au fait, c'est presque une chance pour l'UBB et Toulouse au final que ce soit pas eux qui se soient pris le Leinster, parce qu'au final, par rapport au quart, les deux meilleures équipes s'affrontent. De ce qu'on a vu, La Rochelle et le Leinster. Ça, c'est le débat merguez qu'on va ouvrir. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec Bob Landers. Tranquille. Le Stade Toulousain, c'est une belle défense quand même. Hein. Je peux dire que c'est pas la défense de Sale. Hein. Non, mais tout à fait. Mais en tout cas, l'impression je rejoins Thomas, de puissance et de force collective est assez incroyable du côté de La Rochelle. Et après Leinster, on l'avait dit à la précédente émission, c'est presque l'équipe d'Irlande, donc on en parlera après quand on abordera ce match, effectivement, qui était un très très beau match aussi. Mais du côté de Sale, moi, là où vraiment j'ai trouvé aussi La Rochelle très fort, c'est qu'ils ont un peu réussi à la faire déjouer. On voit qu'un De Klerk a eu certainement plus de mal qu'il a d'ordinaire sur le terrain. Il est d'ailleurs sorti assez tôt. C'est aussi une preuve quand même de cette capacité de La Rochelle à être fort un peu, de pas forcément avoir de temps mort et d'être solide à tous les postes. Après, Fred, en même temps, sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux effectifs. Hein. Enfin, faut être honnête aussi. La Rochelle, c'est largement au-dessus. Hormis peut-être la charnière, tu l'as dit, Faf de Klerk. Carbaro, mais Carbaro. Ah ouais, mais Carbaro, il est All Black. Hein. Et West, c'est pas non plus un peintre. Et sinon, sur tout le reste, c'est mieux à La Rochelle. Enfin, la troisième ligne de La Rochelle, elle est tout simplement incroyable. Il y a une deuxième ligne. Franchement, c'est l'effectif de La Rochelle, comme pour beaucoup d'effectifs au final de clubs français, et on s'en rend compte encore plus en Champions Cup. C'est extrêmement solide. Hein. Ouais, ça, on est d'accord, effectivement. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être aussi dit que la charnière avait sur le papier pas forcément dominante par rapport à cette équipe de Sale, mais c'est vrai que quand on regarde poste par poste individuellement, c'est très très fort du côté de La Rochelle, et en plus ils arrivent à avoir un collectif vraiment très très intéressant. Depuis maintenant, ça fait combien de temps qu'ils sont bons, La Rochelle Dan Buster? T'en penses quoi? La Rochelle, c'est parti pour durer. O'Gara a réussi à créer quelque chose d'impressionnant à La Rochelle, une vraie culture rugby qui va tout emporter avec la marée. Dan Buster. Oui, mais non, moi je pense que La Rochelle suit sa route. Et je suis impatient de voir le match La Rochelle-Leinster. Ok. Vraiment impatient. On va passer donc à ce match qui opposait Exeter et le Leinster, et qui s'est terminé par une victoire du Leinster 34-22. On peut dire que ce match était un peu comme une valse, mais pas justement comme on a pu voir dimanche. C'était pas une valse à 1000 rucks. C'était vraiment
C'était préparé. Elle est travaillée, ça. Elle était travaillée, ça. Il a pensé depuis le début, j'en suis sûr. Non, mais, et donc, au final, c'est vrai qu'il y a eu un très bon début de match des Chiefs qui menaient, à chaque fois ont fait des très bonnes entames de mi-temps, mais pour autant, justement, c'est le Leinster qui s'est imposé au terme d'un très beau match. Écoute, Bob, dis-nous ce que tu as pensé de ce match qui était vraiment, on peut dire que c'était vraiment le plus beau match du week-end et sur lequel effectivement le Leinster sort très grandi dans une position d'épouvantail sur cette Coupe d'Europe maintenant. Ouais, écoute, c'est sûr que par rapport au match de dimanche, c'était pas compliqué que ça soit mieux. Après, le Leinster a effectivement fait preuve d'un gros caractère sur ce match-là. Il y a eu beaucoup d'intensité. Ils étaient menés de 14 points, je crois, au tout début. Et ils ont réussi à remettre la machine en route sans Sexton, parce que Sexton a subi son 72e sortie en plein match depuis le début de la saison. Et ils ont quand même réussi à livrer une prestation de haute volée. Les deux équipes ont livré un très beau match. Après, par rapport au statut d'épouvantail du Leinster, je trouve que c'est aussi on a envie de se dire que c'est l'épouvantail pour jouer un peu le rôle de l'outsider, pour pas qu'on soit... le Leinster, c'est 4 fois champion d'Europe. Hein, c'est quand même bien vraiment sûr. un épouvantail. Hein. Oui, enfin, au même titre que le Stade Toulousain. Mais moi, par rapport à ce que j'ai vu de La Rochelle, je trouve que La Rochelle est tout autant épouvantail que Leinster. Hein. Ouais, mais il faut voir combien de temps ça va durer. Leinster, ils ont prouvé qu'ils ont été capables de gagner par le passé. Et puis là, ils ont affronté et gagné contre le champion d'Europe. Quoi. Oui, mais enfin, Bilal, on est d'accord. Mais là, on ne joue pas la finale ou la demi-finale pour dans 5 ans. Attends. On joue la finale cette année et la demi-finale cette année. Et la demi-finale cette année, La Rochelle, même en demi et même contre le Leinster, ils ont du souci à se faire. Hein. Non, après, le match est perdu pour La Rochelle, mais par contre, que Leinster fasse figure d'épouvantail, ça ne me choque pas. Quoi. On le dise en tout cas. Non, mais bon, on va reparler de ce match un peu plus en détail, mais c'est vrai qu'Exeter, il y a quand même il y avait quand même de très fortes individualités aussi de leur côté. Il y a quand même l'ailier O'Flaherty qui a vraiment aussi été très très classe sur ce match puisqu'il marque 2 essais en moins de 10 minutes en première mi-temps. Franchement, à la base, Exeter, effectivement, champion en titre, ils affrontent un gros morceau qui est le Leinster, mais ils avaient quand même fait des grosses performances. Le Leinster n'avait pas joué contre Toulon le week-end dernier suite à ses problèmes de Covid. C'était 2 gros qui s'affrontaient. Thomas Castagnat, au final, Exeter, à la base, ils avaient un peu les cartes en main pour l'emporter. Et puis, ils ont, en finale, c'est peut-être physiquement qu'ils n'ont pas tenu face à cette pression régulière du Leinster, non? Oui, tout à fait. Et je veux revenir juste sur ce que disait Bilal. Leinster, c'est un métronome en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est toujours présente dans les grands moments. Ils sont jamais défaillants. Donc, pour qu'une équipe les gagne, il faut vraiment hausser son niveau de jeu et être présent plus que au niveau physique, au niveau mental. Leinster est toujours présent, a jamais fait défaut sur aucune des phases finales en Coupe d'Europe. Donc là, ils gagnent. Effectivement, contre La Rochelle, je pense que ça va être un gros match. La Rochelle est en capacité de gagner le prochain match, mais pour ça, il faut qu'il soit à un niveau au-dessus de Leinster, qui est pas facile. Voilà. Oui, mais je pense que là, le Leinster ne bénéficiera pas d'un week-end de repos organisé par le PCR. Donc là, ça va être beaucoup plus dur pour eux. Attends, Dan, t'oublies de dire quand même qu'il y aura certainement un arbitre britannique qui a forcément avantagé le Leinster. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le Leinster sera avantagé par un arbitre britannique. Non, mais c'était ironique. Hein. Non, mais si c'est un arbitre anglais, peut-être que ça sera dur pour les Irlandais. Moi, je sais pas, on ne sait jamais. Mais après, est-ce que quelqu'un connaît bien le calendrier du Leinster pour être sûr qu'il joue pas le week-end qui vient? Si, il joue. Regardez ça. Les demi, c'est le 1er mai, donc c'est dans 2 semaines. Ouais. Il faut voir si le calendrier va pas être aménagé. Ils n'ont pas peut-être même fini leur saison, je ne sais pas. Attends, on attend la vérification de nos experts en direct. Après, on va passer après. Ça, c'était les matchs du samedi. Donc voilà, un match Exeter. C'est bon, on a fini l'émission.
Non, mais c'est bon parce que sur le match, sur la journée du dimanche, il n'y a pas grand-chose à dire. Dis-nous, Bilal. Il y a pas le Leinster, en tout cas sur Google Sport, a priori, il n'y a pas de match à part celui de La Rochelle à venir. Et voilà Donc, encore fini la saison. Voilà encore un complot de outre-Manche. Mais oui, effectivement, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon match. Et les équipes ont essayé d'y croire jusqu'au bout, même si en fin de match, Exeter voyait que Leinster était loin. Mais c'était vraiment un match magnifique dans un stade un peu champêtre, comme on a pu voir dans cette retransmission. Donc au final, c'était plutôt une journée du samedi qui était plutôt sympa, avec du beau jeu, etc. Et puis on est passé au dimanche et on est allé à Bordeaux. Et là, effectivement, ça a été un peu, on va dire, la recette de la bouillie bordelaise, avec un match franco-français qui opposait l'UBB et le Racing, avec effectivement un enjeu important pour les deux équipes, pour l'UBB se qualifier pour une première fois en demi-finale de Coupe d'Europe. Et au final, ça a été un match sans essai qui s'est terminé sur le score de 24-21, on va dire. Globalement, c'est vrai que le match s'est joué quand même vraiment dans les rucks, auprès des rucks, assez physique. Et il y a une fin de match qui s'est un peu emballée au niveau du scénario. C'était un peu un happy end pour l'UBB et pas du tout pour le Racing. Mais cette fin de match a été un peu extraordinaire. Dan Buster, raconte-nous comment tu as vécu ce match. Est-ce que cette bouillie bordelaise n'a pas été difficile à digérer? Déjà, on a vécu une guerre de tranchées. Alors, avec le Racing, c'est pas étonnant parce que, je rappelle, c'est dans la droite ligne de la manière dont jouait Castres. C'est un héritage qui en est directement issu. Donc, pas de jeu. Je rentre dedans. J'envoie les Panzers. Je déboule. Je balaye le terrain à 15 pour faire une ligne Maginot. Et puis, j'attends une erreur de l'équipe adverse pour damer le pion. C'est exactement la tactique qu'a employé Castres pour être champion de France et le Racing le reproduit. Donc, pour toi, ça, c'est les travers du Racing. Ça. Ah oui, totalement. Totalement. C'est une absence de jeu, c'est une absence d'intelligence, c'est vraiment tout au bulldozer avec une grosse défense. Alors là, on magnifie les défenses, ça c'est sûr. C'est la ligne Maginot, mais pas contournée. C'est une attaque frontale envers Laurent Travers, quoi. Moi, j'avais fait mon jeu de mots, mais il a même pas noté tellement il est enflammé. J'ai dit les travers du Racing. Voilà. Et il faut enchaîner derrière. Après, il y a eu une fin de match carambolesque avec un essai refusé à Moeva. Après, c'est une question d'appréciation sur ce que fait Ben Lam sur le ruck. Et puis, le Racing a la balle, parce qu'ils tapent en touche. Ils sont dans le camp de l'UBB. Et ils font un ballon porté. Un ballon porté. Et puis, ils commettent une faute. Pénalité à 55 mètres. Et là, la seule personne qui a éclairé les 2 heures de bouillie, à savoir Jalibert, une fois de plus, a enfoncé le clou. Il faut quand même imaginer, on est à la dernière seconde de jeu. Il est à 55 mètres. Il est jeune. Il joue les quarts de finale de Coupe d'Europe. Il est beau. Chapeau bas. Il est beau. Il sent bon le sable chaud. Okay. Et t'avais les chaussettes ou pas? Non, j'avais pas les chaussettes, mais j'ai vraiment regretté. Tu m'étonnes. Ok, vas-y Bilal, comment tu réponds à ce départ au ras de la part de Dan Buster? Ça y est, le débat est lancé. Pour lui, c'était presque une purge. Pour toi, effectivement, ça a été du combat. Et puis au final, avec un scénario un peu remarquable sur cette fin de match vraiment trépidante et un peu au couteau, quoi. Bah ouais, c'était un peu la tension des grands matchs et clairement on y était. Même si je suis quand même d'accord pour dire que finalement c'est quand même l'équipe qui a le mieux proposé, le plus proposé, qui a gagné. En fait, le problème de Laurent Travers, c'est pas que son rugby soit restrictif. Peu importe, ce sont des choses qui arrivent et c'est une stratégie qui se vaut. Et il peut avoir des beaux matchs où en fait tu as des bons replacements défensifs, tu as du combat, tu as du cœur, tu y mets et tout, comme l'a fait le Stade Toulousain par exemple dans le match d'après, mais on en reparlera après. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont rien proposé.
Ils n'ont vraiment rien proposé. Et dès que, en fait, ils ont plus Finn Russell qui est en 10, qui joue 10, en fait, la ligne arrière du Racing Métro, elle est nulle. Elle est nulle. Voilà, quoi. Bilal, tu mets le doigt sur justement ce qui a posé problème au Racing. En fait, je trouve ça assez étonnant la vitesse dans laquelle le rapport de force au niveau même des équipes s'est inversé entre la prestation contre Édimbourg où ils ont écrasé les Écossais le week-end dernier, et dans la semaine, en fait, il y a eu une ribambelle d'absents et de marques, en fait. Du coup, entre Teddy Thomas, entre Vakatawa, entre Kamisha qui se blesse sur la première action du match, c'était dommage ça. Et Russell qui est suspendu suite à au dernier match destination. Au final, même si l'effectif du Racing est riche, ça, je pense que ça a fortement causé. Après, c'est indéniable qu'il y a un manque d'ambition qui est clair, qui est patent. C'est dommage, et c'est même étonnant de voir qu'une équipe qui a dû mettre 8 essais le week-end d'avant a été incapable d'aligner 3 passes des 3 quarts et même de franchir. Donc c'est vrai, mais on avait parlé le week-end dernier de Gilbert Joseph du côté du Racing. On peut dire quand même que Gilbert, il a souffert de la comparaison quand même avec Jalibert, non, Thomas? Oui, effectivement, c'est pas les mêmes niveaux. Je reviens sur ce que disait Baumlanders aussi. Je parlais tout à l'heure du métronome de Leinster. Le Racing, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un match où ils sont très très bons et le match d'après où en fait ils sont moyens partout. Et donc ça fait des matchs comme dimanche où au final ils sont pas forcément très bons devant, pas forcément très bons derrière, et ils perdent à la dernière minute. Et je reviens sur ce que disait Dan Buster tout à l'heure, c'est que le héros du match, c'est quand même Jalibert avec sa pénalité après les prolongations à la 83e. Avant les prolongations, oui, avant les prolongations dans le temps additionnel. Le match a été long, mais il n'y a même pas eu de prolongation. Et ça me fait penser, on voit trop peu maintenant des essais de pénalité au-delà des 50 mètres. Comme à l'époque, c'était le cas avec Cédric Emmans, par exemple. Le Boxis, hein. Boxis, ouais, mais ça fait quand même, ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas vu ce type de pénalité-là. Et encore, je lui tire mon chapeau parce qu'il faut avoir une grosse paire pour pouvoir le tenter. Ouais, il avait le vent pour lui. C'est ça. Mais il avait aussi la paire pour lui. Il est capable de gérer tous les paramètres, mais c'est vrai qu'on a dit qu'il n'y avait pas eu d'intention du côté du Racing. Il faut quand même noter que la première mi-temps, on peut aimer la défense et un jeu un peu restrictif. Il y a quand même eu beaucoup de pénalités, beaucoup de fautes de main. C'était quand même assez insipide. Il faut. Ouais, c'est vrai. Franchement. C'est des matchs fermés où en fait les deux équipes veulent absolument pas faire de faux pas. Donc du coup, en fait, la prise d'initiative est beaucoup moins importante que sur des matchs où ils ont rien à perdre. En fait, c'est ça. Je pense. Et en plus, les conditions ne le permettent pas. Je reviens sur le vent. Quiconque est allé à Chabandelmas, c'est que le vent à Chabandelmas, c'est quand même quelque chose. Parce que gérer le vent là-bas, c'est quand même une grosse qualité. Après, il était à domicile, certes, mais c'est quand même il faut une grosse qualité. Au parc Lescure, tu veux dire? Oui. Alors là-dessus, il faut quand même revenir sur les bases. D'abord, pour jouer, il faut être 2. Je pense que les très rares actions sont venues directement de l'UBB. Et de Jalibert. Et de Jalibert, entre autres. Et après, pour le reste, moi je veux bien, mais Maginot, ok, oui, d'accord, peut-être. Mais c'est aussi peut-être pour ça que finalement le Racing a très peu de titres. Le Racing, si on prend ces dernières années, ils arrivent toujours sur les phases finales. Ils sont toujours dans les 4, dans les 8, mais au niveau des titres, c'est quand même c'est un peu la pénurie. Ils ont fait 3 finales de Coupe d'Europe. Oui, mais ils les ont perdues. Ouais, mais c'est vrai que c'est un petit côté Clermont, quoi. En fait, les mecs, ils s'aiment bien, j'ai l'impression, quoi. Ils ont rien gagné, qu'ils se croient déjà comme les meilleurs du monde, quoi. Ouais, j'aurais dit l'inverse. D'accord. Moi, je suis assez d'accord avec Bilal. Ils ont un peu le melon.
Mais vas-y Bob, mais pour moi c'est l'inverse. Hein. Ouais, moi aussi, je pense que Lorenzetti commence un peu à manger sa casquette là dans les tribunes. Il en a un peu marre, je pense, parce qu'il essaie un peu tout, question recrutement, question effectif. Et effectivement, je pense que, enfin, je dis pas tant mieux qu'ils aient perdu parce qu'on n'est jamais pour qu'une équipe perde, mais c'est vrai que Machno, il y a aussi un truc, c'est qu'il va falloir qu'il apprenne à essayer de donner du rythme, à mettre un tempo et à pas jouer le 9e avant, mais plutôt le 1 comme un 3/4, parce que c'est trop, ça manque clairement ça manque de fantaisie, cette équipe. Ouais. Ils ont personne dans leur 15 pour mettre un peu de fantaisie. Il y avait Russell, mais il est suspendu. Cartley-Bill, on aurait pu penser que justement il allait amener ce grain de folie qui allait être positif, mais au final il l'apporte pas. Juanimov, enfin voilà. Moi j'aime bien Juanimov. Ouais, moi j'aime bien. Moi aussi. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, dans l'absolu. Mais sauf que moi j'aime bien aussi Machno, quoi. Mais Machno, il est de la même année que Para. Et le mec, t'as l'impression qu'il est oxy, en fait, tu vois. Et alors que le match d'à côté, c'était un bien meilleur match, tu vois. Oui, voilà. Para, ça dépend des matchs quand même. Parfois, il chute. Hein. Ouais, c'est sûr, mais dans les grands matchs, il est là, quand même. Ouais, non, mais... parce que moi, je ne l'ai pas vu dimanche. Hein. Oh, ça va. Il y a notamment un retour défensif sur un retour inter de Dupont, mon gars, pas mal, hein. Après, on parle du retour de Dupont sur. Retour de Dupont sur Damien Penaud, il est excellent. Non, mais on va passer à ce match-là après. Moi, il y a un truc qui m'a fait un peu marrer quand même à regarder ces matchs, en particulier les matchs du dimanche, c'est d'entendre les bancs s'exprimer sur le bord du terrain, parce qu'on entend tout maintenant, et au moindre action, puisque là, c'était des matchs très serrés qui jouaient au couteau, moindre action où il y avait de l'arbitrage un peu vidéo ou des zones de ruck ou des plaquages, on avait un peu l'impression qu'il y avait des supporters dans le stade, puisque chaque banc s'enflammait sur chaque action pour à la fois peut-être encourager les leurs, mais aussi mettre influencer l'arbitre. Ouais. Influencer l'arbitre sur un recours à l'assistante vidéo. Bah, ça donnait quand même un peu d'animation à ce match qui a pu en manquer par moment, non ? Oui, carrément, mais je ne sais pas si vous avez entendu, à un moment, il y a eu un passage, il y a eu un extrait, même les commentateurs anglais, à la fin, on commentait la fin du match, il y a la pénalité d'Iribarren, là où il y a 21-18, et tu as les commentateurs qui disaient on n'a jamais autant souhaité qu'il loupe une pénalité pour que le match se termine. Et en plus, juste après ça, il y a Iribarren qui fait une pénalité mais dégueulasse, où il tire, t'as l'impression qu'il fait une frappe. Et là, il fait oh non, c'est pas possible, il va y avoir des prolongations. Mais en parlant de pénalité, là, vous avez pas vu, je crois que c'était un des matchs du samedi, où il y a une transformation d'essai, je crois, qui était à retirer parce que les mecs étaient sortis sur le buteur en criant. Et l'arbitre a dit, vous avez crié. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est Skelton. L'arbitre a dit, c'est bon, elle est à retirer parce que vous avez crié en chargeant le buteur. J'ai trouvé, c'était assez hilarant pour moi. Mais il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, sur un buteur anglais, je sais pas si c'était un buteur d'Exeter ou un autre, qui est sur une fin de match assez serrée, il a une transformation à faire. Exact. Et il s'élance. On ne sait pas trop s'il commence à prendre son élan, mais bref, toute l'équipe défensive le charge. Le mec n'a pas le temps de tirer et tu as quelqu'un qui tape le ballon en touche à sa place. Et il n'avait pas pris son élan. Et l'arbitre a fait « Ah si, vous avez bougé un orteil et donc c'est bon. » Mais les joueurs adverses avaient été futés puisqu'ils n'avaient pas crié. Ils avaient fait ça sans ouvrir la bouche et ça c'est autorisé. Ouais. Ok, bon on a fait le tour de ce match entre Bordeaux et le Racing. Alors je rappelle quand même que il me semble Bob Landers avait cité le Racing comme étant carrément le favori de ces quarts de finale, et là c'est quand même une grosse désillusion. Et après à cette époque-là, qui était donc lundi dernier, je savais pas que Vakatawa serait blessé et que Kamisha allait se péter au bout d'une minute de jeu. D'ailleurs, je sais pas. Un peu triste pour lui d'ailleurs, mais moi je trouve que contrairement à ce qu'a dit Dan et peut-être Bilal, je dirais pas que c'était qu'ils s'étaient senti arriver, c'est qu'ils ont voulu un peu jouer la sécurité, au contraire. Et c'est un peu à chaque fois, je pense qu'on se mange un peu la feuille de match dans les vestiaires à l'issue du match où au final on n'a pas pris de risque.
Et on a perdu de cette façon à la dernière seconde à la sirène, avec un Jalibert quand même qui était vraiment un peu on va dire l'atout maître de cette équipe de Bordeaux. Enfin, dans ces matchs-là, quand même, on en est à regretter l'absence justement de Teddy Thomas qui aurait pu apporter son côté fantasque du rugby, de la air défense et de l'attaque virevoltante. J'allais dire dans un sens comme dans l'autre. Oui, Thomas, t'as un truc à dire? Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Bomlander. Teddy Thomas, effectivement, contre une équipe de Pro D2, il peut avoir un rugby fantasque, mais dans les grands rendez-vous, il est plus là. À un moment donné, faut se faire une raison, quoi. Non, il a été bon. Les Toulousains veulent recruter, ils font le maximum à l'heure actuelle. Balle en main, il est fort quand même. Ouais, balle en main, c'est. Bonne balle en main, le mec. Ouais. Il est aussi fort que rouleux, quoi. Et défensivement, c'est air défense. Il a des catastrophes. Bah, c'est ça. Et à un moment donné, on demande d'attaquer et défendre, moi, quoi. Non, mais c'est ce que je dis, Thomas, c'est qu'on en est à manquer, à regretter son absence du terrain, parce qu'il y aurait eu au moins des passages, des espaces dans les attaques bordelaises, et peut-être des percées magistrales du côté du Racing. Là, il n'y a rien eu du tout, en fait. Ça, c'est sûr, il y aurait eu des troncs. Il n'y a pas eu beaucoup de. Il n'y a pas eu. Je vais répéter encore une fois. Pour une fois, je suis d'accord un peu avec Dan Buster. C'est qu'il y a eu quelques tentatives d'étincelles de Jalibert. Pas toujours d'ailleurs très à droite, mais c'était un peu lui qui essayait de faire le décalage. Et bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Et il a été là dans son rôle de buteur, en tout cas. Mais on va passer maintenant à ce dernier match qui s'annonçait comme un feu d'artifice. Entre Clermont et Toulouse et il y a pas eu beaucoup d'artifices, hein. C'était un peu mouillé finalement, au moins sur on va dire sur l'envoi du jeu. Donc résultat de ce match 21-12 pour Toulouse qui jouait du côté de Clermont. C'est un match lui aussi sans essai avec un score de 6-6 à la mi-temps. Écoute, on va commencer peut-être par l'analyse de Thomas sur ce match. Qui, au final, quand on le raconte comme ça, on se dit que c'était vraiment un match compliqué. Est-ce que c'était si désagréable que ça comme match? Est-ce qu'on n'a pas quand même vu deux belles équipes se battre dans un match de haut niveau? Oui, non, tout à fait. Et il faut savoir une chose, c'est que c'était uniquement la deuxième fois que le Stade Toulousain et Clermont s'affrontaient en Coupe d'Europe. Donc en plus de 20 ans, et ça faisait aussi 19 ans que le Stade n'avait pas gagné à Clermont. Donc c'est quand même, ça faisait un bail. Tout à fait. Non, mais c'est important de le rappeler effectivement. Oui, mais après, je pense que c'est une stat que tu as dû entendre dans une émission de rugby qui est plutôt sympa à écouter en podcast. Ça s'appelle Barbecue Rugby. Et il y a des consultants comme par exemple Dan Buster qui ont souvent des stats. Alors c'est 50% de stats qui tiennent la route, hein, parce que les autres sont merveilleux. Les autres, elles sont pas forcément parfaites. Alors je les ai recoupées celles-là. Je les ai recoupées, mais voilà. Et donc donc c'était quand même un match, hein, le derby entre le Stade Toulousain et Clermont. Donc comme chacun des derbys, ça peut avoir son lot de bons côtés, de mauvais côtés. Là, malheureusement, on a eu le lot de mauvais côtés, voire que du lot de mauvais côtés. Match cadenassé, ennuyeux à mon sens, et avec des fautes de part et d'autre qui ont été exploitées. Toulouse s'en tire mieux que Clermont, c'est bien. Ntamak, quand même, pour son retour, j'ai trouvé quand même fort parce qu'il a arrêté quand même pendant plusieurs mois. Donc revenir à ce niveau-là, c'est quand même pas facile. Il a raté quelques pénalités, certes, mais bon, on lui pardonne parce que la victoire est là. Voilà. Après, Clermont, comme quoi, hein, Clermont sans ses supporters, même à domicile, c'est pas vraiment Clermont. Après, il faut aussi noter quand même la blessure dans la toute première minute de leur 10, Camille Lopez. C'est pas une blessure. On ouvre le débat là. Là, on ouvre le débat. C'est pas du tout une blessure. Il est pris une première fois par l'un des frères Arnold. Alors, je sais plus c'était pas Kaino qui avait. Non. La première fois, c'est ce qui le met KO, c'est un des frères Arnold. Et après, il y a la seconde lame qui arrive, qui est Kaino. Non. Et celui qui le blesse, c'est Arnold. Non. Ça se fait en deux fois. Non, mais peu importe le nom des joueurs. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Dan Buster? Je pense dans ta haine pour les non, pas du tout. Moi, j'étais pour le Stade Toulousain, clairement. Là, quand on a joué au rugby, on sait
que toutes les équipes, quand elles rentrent sur le terrain, elles ont sur l'équipe d'en face des cibles par rapport au fait de pouvoir limiter le terrain de jeu et l'influence de jeu de certains joueurs. Et là, clairement, le Stade Toulousain, d'ailleurs, Yachvili en a parlé en termes de commentaires sur la 2. Clairement, le Stade Toulousain avait ciblé Camille Lopez. Ouais, mais on sait que Yachvili, il est anti-toulousain. Pas du tout. Pas du tout. Il reproduit. Le truc, c'est cibler des joueurs adverses. Voilà, tu mets la pression à des joueurs adverses, tu leur mets des gros plaquages. Oui, ben voilà. Non, mais de ce point de vue-là, j'enlève rien. Je dis juste que la blessure, elle n'est pas arrivée par hasard. Mais non, mais la blessure, il y a une pression physique sur le joueur. Je veux dire, c'est difficile de dire que. Et il est sorti KO, hein. Non, il n'est pas KO. Mais toutes les blessures n'arrivent jamais par hasard, sinon personne ne se blesse. Il n'est pas KO. Il s'est fait bousculer à l'épaule et il n'a pas une luxation acromiocaviculaire ou un truc comme ça. Ouais, enfin bon, voilà, il s'est pris un tampon, mais enfin là aussi on peut revoir. Il n'y a pas eu arbitrage vidéo, il me semble, sur l'action. Mais je n'ai pas l'impression qu'il est particulièrement faute. Après, je pense que les supporters clermontois vont dire que c'est pas vrai, il y avait faute. Il faut voir ça. Je pense à vitesse réelle, il n'y a pas faute. Au ralenti, on voit quand même qu'Arnold a l'intention de faire mal, c'est vrai, mais il fait son plaquage dans les règles. Hein. Il me semble non, mais ça, c'est le rugby. De toute façon, c'est pas ça. Je suis pas en train de reprocher. Je reproche d'avoir vu un match insipide, d'avoir vu des blocs qui se rentrent dedans. Et moi, magnifier cette défense-là, non. Pour moi, c'est pas le rugby auquel j'ai joué et c'est pas le rugby que j'aspire pour demain. C'est on est sur un truc de bloc à bloc. On se rentre dedans. On est plus sur du rugby américain, du football américain que du rugby européen. C'est catastrophique. Non, mais il faut dire à nos auditeurs. C'est une négociation de jeu. C'est une négation de jeu. Il faut dire à nos auditeurs qui nous voient pas forcément en vidéo que Dan Buster raconte tout ça là, ces théories sur le jeu, la balle à l'aile, la balle est belle, et en même temps il est en tenue de boucher quand même. Hein. J'ai fait exprès parce que dimanche ça a été une boucherie. Voilà. Ah, c'est pour ça, tu portes le deuil en fait. Mais ok, mais bon, après on peut aussi quand même signaler, et je pense que Bilal va enchaîner derrière, que y avait une pression, il y avait un défi physique sur lequel Clermont a fini par céder. On a vu aussi par l'accumulation de pénalités. Je pense qu'au final, dans les rucks, ils ont été pris physiquement, ils n'ont pas tenu ce choc. Et on peut aussi noter que voilà, la vérité d'un week-end n'est pas celle du week-end d'après. Le week-end dernier, on avait trouvé un stade assez joueur, et cette fois-ci, c'était pas le cas. Mais c'est pas pour autant que c'était mauvais de la part de Toulouse, Bilal. Ah bah non, c'est clair. Déjà, celui qui s'attendait à un feu d'artifice sur ce match a fumé, clairement. Parce que en vrai, c'était sûr que en fait tous les ingrédients pour le match coup près, tendu et fermé, y étaient quand même. Parce qu'on parle quand même de Toulouse dans une quart de finale de championnat de Coupe d'Europe, qui n'a pas gagné contre Clermont à Clermont depuis Mathusalem. Ça se trouve, j'étais même pas né. Donc, en fait, tous les ingrédients y étaient pour que ce soit un match fermé. Mais un match fermé, ça veut pas dire un match sans intensité, sans mouvement et sans des choses proposées. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été proposées de la part de Clermont et de la part de Toulouse aussi, notamment. On s'est fait chier quand même, Bilal. Enfin, je vois pas trop ce que Clermont a proposé. Je suis pas d'accord. Les remplacements défensifs étaient excellents, ils étaient très bons à voir. Dans le jeu fermé, effectivement, moi je souscris ce que disait Frédéric. Bah en vrai, dans le physique, dans le combat physique, dans les mêlées, on a vu un Toulouse plutôt conquérant, et ce qui a permis de gagner, et surtout un Toulouse qui n'a pas fait de faute quand il défend. Et ça, c'est extrêmement impressionnant à voir. Et moi, je trouve que ça aussi, c'est du beau rugby à voir. Même si c'est un rugby froid et cynique, et clinique. Mais voilà, on a toujours tendance à dire que Toulouse, c'est un peu l'animation offensive, Dupont et Ntamak, les retours intérieurs et tout. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est aussi un pack d'avant qui tient la route, qui est aussi bon que celui de La Rochelle, pour le coup, très technique. Oui. Et là, il l'a prouvé, et ça fait plaisir de voir. Ça, c'est une équipe de champions qui est capable de jouer sur plusieurs registres en fonction des adversaires. Et ça, c'est une belle équipe. Bravo à eux, ils le méritent clairement. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord. En revanche, le seul point sur lequel je rejoins Bilal,
c'est qu'une grande équipe, elle doit savoir gagner des matchs qui sont lamentables. Et c'est ce qu'a fait le Stade dimanche. Dimanche, ça a été une bouillie de rugby, une boucherie, ça a été à peu près n'importe quoi sur le terrain. On s'est rentré dedans à qui mieux. Et le Stade a gagné, comme l'UBB a gagné contre. Pareil, c'est la même chose. On a vu une absence de jeu, une absence d'ambition, une absence de, une peur de prendre des initiatives. Dès qu'on avait le ballon, c'était un grand shoot, on se rentrait dedans, c'était affreux. Non, mais on va peut-être ajouter une variable qu'on n'avait pas évoquée jusqu'à maintenant, c'est que c'était un match qui se jouait aussi sous la pluie, donc ce qui pouvait aussi quand même diminuer les ambitions au niveau du jeu. Mais il y a quand même quelques individualités qui sont détachées. On a encore une fois vu un Marchand qui a fait étalage de ses qualités. C'était l'homme du match. C'était l'homme du match, Marchand. À tous les niveaux. Enfin, comme un symbole. C'est ça. Mais Thomas, il y a d'autres individualités à détacher. On a vu quand même un Para qui, au final, on avait peur pour lui en début de match puisqu'il s'était pris aussi un gros tampon. On a eu peur qu'il sorte et puis finalement, il est resté sur le terrain. Il y a eu plus du côté de Toulouse que du côté de Clermont, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques individualités à signaler sur ce match? Si on compare juste les deux charnières, Para Lopez contre Dupont-Ntamak, voilà, c'est tout. Je pense que la messe est dite. Hein. Lopez, il a joué 30 secondes. Bien sûr. Arrêtez là. Il aurait pu marquer un essai par 30 secondes. Il a joué sur le papier. Essai Lopez, il a marqué un essai? Non, il aurait pu. Non, il n'a pas marqué d'essai. Il aurait pu marquer un essai s'il était si vaillant que ça. C'est entre les. Non, voilà, Dupont-Ntamak, c'est juste pour moi la meilleure charnière qui soit aujourd'hui dans le rugby français. Après, moi j'ai une question par rapport au coaching d'Azema. Je me moque un peu de Christo Furios là qui est pas d'accord avec le fait qu'il y a un impact émotionnel peut-être dû au fait que c'est la dernière de Franck Azema. Après, j'ai pas compris en fait le coaching d'Azema, en fait de faire rentrer, au remplacement de Lopez. Pourquoi faire rentrer Nanae Williams alors que il y a Bézi sur le banc? Moi on peut refaire le match. J'aurais mis Para potentiellement en 10 et Bézi en 9. Après Nanae Williams ça n'a pas fait non plus une rentrée dégueulasse, hein. Mais au final pour faire rentrer Bézi à la 70e ou même après la 70e, ça m'apparaît assez long alors que Bézi est quand même un super joueur aussi. Donc là j'ai trouvé ça assez dommage. Après pour revenir aux intentions de jeu, c'est vrai que la pluie n'a rien aidé. C'est quand même je suis assez déçu de pas avoir eu beaucoup d'intention parce qu'on avait des trois quarts de feu de part et d'autre. Penaud, on l'a pas vu. Raka, il a eu un ballon à jouer. Colby, il a été bon dans son jeu sobre. Il a eu un bon jeu au pied quand même, Colby. Lebel, on l'a absolument pas vu. Je pense qu'il a dû toucher 3 ballons. Médard s'est fait déboîter. Médard s'est fait défoncer, mais justement le replacement de Colby à l'arrière a fait du bien et on peut penser aussi que si ça avait été Médard à la place de Colby sur la percée de Matsushima à la fin, le résultat aurait pu être différent et Colby a très très bien défendu. En termes d'individualité, Matsushima il a fait un bon match quand même. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Après, j'ai un dernier mot pour François Cross. Je suis très content de le revoir à un très bon niveau aussi. Il revient d'une longue blessure, il enchaîne les matchs et il a joué tout le match encore. Et enfin un vrai troisième ligne pour compléter le duo Olivon-Aldrit en équipe de France. Ok, et puis à signaler aussi quand même, il y a eu quand même 2 énormes retours défensifs de Dupont aussi. Oui. Dupont qui, on va dire offensivement, a été à la fois il n'y a pas eu beaucoup de jeux, il s'est moins distingué que sur les matchs précédents ou sur la globalité de sa saison, mais défensivement ça a été quand même heureusement qu'il était là parce que peu d'autres joueurs auraient été en capacité de rattraper des Clermontois qui filaient à l'essai. Et ça, pour vous, c'est pas du beau rugby, ça? Non, Bilal, parce que quand on vous écoute, c'est dramatique. On est en train de parler d'un match de rugby et on est là à discuter de miettes, de véritablement de morceaux, même pas de bravoure,
mais de course de 2,50 m. Ah oui, non, il a été très fort, il a couru 2,50 m. Non, mais c'est normal, normal de souligner les gestes défensifs. Oui, le mais rugby, c'est pas uniquement des gestes offensifs. fautes de grive, on mange des merles. Donc, on est en train on est en train de s'appesantir sur des trucs qui sont juste normales. Mais parce que le reste était anormal. Juste normal, faut le faire. Dan, j'aimerais bien te voir en train de faire un retour défensif sur Penaud. Hein. Et ça, on le voit tous les dimanches. Alain Penaud, tu veux dire. Alain J'ai l'impression qu'ils se connaissent. Voilà, sur lui-même. J'ai l'impression qu'ils se connaissent tellement bien, en fait, qu'ils se regardaient en tant que chien de faïence. Tout à fait. En essayant d'anticiper ce que l'autre allait faire. Ouais. Bravo Thomas, c'est exactement ça. Parce qu'ils se connaissent quand même tous en équipe de France, plus ou moins, enfin pour la plupart. Les matchs Clermont-Toulouse, à chaque fois, c'est quand même des matchs, soit des derbies, soit des matchs de phase finale, top 14 ou la Coupe d'Europe. Et je pense qu'ils connaissent trop, en fait, et trop bien. Et c'est pour ça que ça rend des matchs aussi, on va dire, lassants. Mais pas lassant, fermé, mais pas lassant, arrêtez là. Disons que c'était un peu le même match entre l'UBB et le Racing, sauf qu'il n'y a pas eu besoin d'un final comme il y a pu y avoir du côté de Bordeaux. Vous avez des choses à ajouter sur ce match? C'est quand même la 13e fois que le Stade rejoint les demi-finales de Coupe d'Europe. Pour moi, c'était quand même une victoire à l'expérience avec tout à fait. Avec un plan de jeu restrictif en se disant il pleut, ok, on est jeu de main, jeu de Toulousain, mais pas aujourd'hui. Et puis Clermont, qui est quand même pas dans une année folichonne, au-delà du départ de l'entraîneur, on est sur une année où à la fois dans le jeu et mentalement, ils ont l'air d'être un peu moins. Quand on y réfléchit, quart de finale, quand on y réfléchit, quart de finale pour Clermont, finalement, c'est pas mal au vu du niveau qu'ils ont affiché. Oui, je suis d'accord aussi. Ok. Ouais. Bon, mais Yato deuxième ligne, je suis pas trop emballé non plus. Là, autant j'aime pas tirer sur l'entraîneur, mais entre la sortie de Lopez et la rentrée de Nanaï Williams et la titularisation de Yato en deuxième ligne, alors qu'il y a Gédréziac et Ituria sur le banc. Je trouve ça un peu particulier. Yato, en 8. Alors, je sais qu'il y a Fritzli, donc il a du mal à faire le choix entre les deux, mais Yato, c'est quand même un troisième ligne. On peut pas il va pas je comprends pas, en fait, cette idée de créer un nouveau poste pour les matchs les plus importants de la saison. Donc, le mec n'a jamais joué deuxième ligne et on va le faire jouer deuxième ligne face au frère Arnold j'ai du mal à figer. Excuse-moi Bob, mais t'as pas envoyé ton CV à Clermont parce que là, je te sens bien les coacher la saison prochaine. Tu sais, j'essaie de cumuler les diplômes d'entraîneur foot et rugby. Et rugby, j'y suis bientôt. Tu veux dire que au final, Azema, c'est un peu le Laurent Blanc à tenter. Exactement. Alors j'ai pas osé la faire parce qu'on est sur barbecue rugby, mais voilà, cette propension à, sous la pression d'un gros événement, à se dire qu'on a une idée de génie auquel on n'a jamais pensé, personne d'autre a pensé. Il va surprendre tout le monde. Et finalement, ça chie dans la colle, mais voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu caricatural de la part d'Azema de ne pas mettre Ituria titulaire. Bon, alors on a passé à l'analyse de ces 4 matchs, très très bonne analyse de nos experts merguez. On peut parler maintenant des demi-finales qui auront lieu le 1er et le 2 mai, et notamment la demi-finale qui va opposer La Rochelle avec le Leinster. Alors, il y aura effectivement du boulot pour La Rochelle, surtout s'il joue le 1er mai d'ailleurs. Mais comment vous les sentez? C'est quand même un peu, au final, suite à ces matchs de ce week-end, les deux équipes ont envoyé du jeu. Ça va être, sur le papier, pareil, un très très beau match, une très belle opposition entre deux équipes qui ont vraiment prouvé cette année qu'ils étaient vraiment très forts. Dunbuster, les Rochelais, on les voit encore en haut sur le toit du monde. Oui, moi je vois une victoire de La Rochelle. Difficile, ça ne sera pas facile parce que le Leinster est une très très grosse équipe. Mais je pense que La Rochelle en ce moment, ils marchent sur l'eau. Et d'ailleurs, ils ne font pas que marcher sur l'eau, ils marchent aussi sur leurs adversaires. Je ne vois pas le Leinster. Alors je peux me tromper en toute humilité, mais
je vous avais indiqué qu'il y aurait une finale La Rochelle-UBB. Oui. On est aux portes de la finale. Et je pense qu'on y sera. À la surprise de beaucoup, mais je pense qu'on y sera. On aura une finale La Rochelle-UBB. Ok. Ça te fait les lignes arrière de Leinster te font pas peur pour La Rochelle quand même un lot derrière, Oui, mais on est d'accord, mais il y a du aussi du côté de La Rochelle. Il y a Roule qui déroule en ce moment. Il y a. Tu l'as déjà fait, Dan. Non, ils ont. Non, moi. Et puis alors, ils ont un 3/4 centre qui est absolument fabuleux, qui n'a pas des moyens physiques extraordinaires, mais alors c'est une teigne et c'est quelque chose de fantastique. Donc non, moi je vois très bien La Rochelle tenir derrière et passer, parce que devant ils vont les laminer, hein. Ils vont en faire du petit bois. Je suis pas. La première ligne du Leinster, c'est quand même Furlong, Illy de part et d'autre. J'aime bien Antonio, hein, mais c'est gaillard quand même. En tout cas, le 5 de devant du Leinster et moi, je suis d'accord avec ton prono, en tout cas, Dan. Je vois La Rochelle gagner. Enfin, j'espère, et je vois La Rochelle gagner. Voilà. Ok. Je te remercie d'être d'accord avec mon prono pour une finale La Rochelle-UBB. Non. J'ai dit que pour cette demi. Pour l'UBB, je ne partage pas ton avis, non. Est-ce que justement, on va peut-être faire un petit débat sur ce match quand même. Il y a quand même la charnière de La Rochelle qui, moi, m'a pas forcément, qui m'a pas forcément convaincu, m'a impressionné ce week-end face à cette charnière du Leinster avec ou pas Sexton. Thomas, déjà, s'il n'y a pas Sexton, ça change beaucoup de choses. Hein. Effectivement, Sexton or not Sexton, c'était la question. Non, je voulais juste revenir sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. La différence entre La Rochelle et Leinster, c'est que La Rochelle a encore 2 matchs avant sa demi-finale, là où Leinster a 3 semaines pour se reposer. Donc ça va faire la différence. Mais ça veut rien dire, c'est la fin de saison, tout le monde va jouer à bloc, à mon avis. Ouais, je suis assez d'accord avec Thomas quand même. La Rochelle reçoit Lyon, va à Brive, donc ça c'est pas un gros match. Je pense qu'ils vont faire tourner sur ce match-là. Mais il y a des risques de blessures, il y a des risques de fatigue, là où Leinster va pouvoir peaufiner son jeu. C'est vrai. Donc je pense que ça peut faire la différence. Par rapport de forme aussi, tu vois. Pas sûr quand même. Enfin... Je suis pas sûr. Aujourd'hui, ils sont quand même capables de faire des entraînements de haute intensité pour maintenir un niveau physique du groupe à un haut niveau. Et je partage entièrement l'avis de Thomas, qui est 2 matchs pour La Rochelle ainsi que pour les 2 clubs UBB et Toulouse avant ces demi-finales. C'est quand même un risque de blessure important. Voilà. Rien que la vérité d'aujourd'hui ne sera évidemment pas la même que celle du 1er mai, donc peut-être que à chaque fois que quelqu'un dit ça dans un barbecue, j'ai l'impression qu'on est en train de faire de l'analyse financière. Mais c'est ça. C'est ça. Et du coup, Plisson aura le temps de récupérer en tout cas. Voilà, il y aura Plisson en remplaçant de West certainement le 1er mai. Parce qu'il est là, il était blessé. Ok. Des choses à dire encore un petit peu sur cette demi La Rochelle-Leinster qui promet. De haut niveau. Moi, je pense que La Rochelle peut passer si La Rochelle décide de jouer son jeu et de ne pas jouer le jeu du Leinster. Ça paraît stupide dit comme ça, mais si ils se font happer par l'événement, s'ils décident de jouer un match fermé, c'est jouer et de faire le match devant, de faire le combat physique. Je pense que c'est un peu mort. Je suis assez d'accord pour dire que le 5 de devant de Leinster, c'est archi fort. Et que La Rochelle, elle a des choses à proposer aussi offensivement. Le Leinster aussi. Mais La Rochelle a vraiment une carte à jouer, surtout si elle retourne de Plisson, effectivement. Les cartes sont dans les mains de La Rochelle. Ils vont jouer à domicile en plus. Je pense qu'il faut vraiment profiter de la qualité gigantesque de cette 3e ligne de La Rochelle et donc faire mettre du rythme dans le match, faire partir à droite à gauche Vito, Aldrit, Gourdon. On doit les voir
beaucoup sur ce match. C'est là où ils vont devoir faire leur différence. Et si effectivement ça se résume à une bataille d'avant, ils auront une plus-value qui sera moindre que si il y a du jeu et de l'intensité. C'est le meilleur moyen de perdre si c'est la bataille d'avant, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, surtout que le Leinster, c'est un peu, ils sont forts là-dedans, on les connaît, hein, donc c'est vrai que c'est pas les armes vu de notre petit barbecue, c'est pas forcément les armes appropriées pour La Rochelle pour ce match. On va demander tout de suite à Dan Buster ce qu'il pense de cette autre demi-finale, Toulouse-UBB. Évidemment, on est d'accord, hein, c'est l'UBB qui est favorite pour toi. Non, pas du tout. Le Stade Toulousain est archi favori. Et justement, l'UBB n'a absolument rien à perdre. Et ça va être la surprise de ce championnat d'Europe, de ce Champions Cup 2021. Je vois très bien là encore, on risque d'être déçu de part et d'autre par un jeu minimaliste. On va voir, mais moi, je serais à la place du Stade Toulousain, je flamboierais pas et je serais pas très, très, très content parce que l'UBB va être difficile à prendre. N'oublions pas que l'UBB a un entraîneur hors norme qui s'appelle Urios. Ils ont un joueur. On n'a dit pas les attaques sur le physique. Ils ont un joueur exceptionnel qui s'appelle Jalibert. Bien joué. Et voilà, donc j'attends de voir. De voir. Et puis ils ont un facteur risque qui s'appelle Romain Buros et qui va éclairer le match. Bon, moi je suis pas trop d'accord avec toi, Dan, dans le sens où pour moi l'UBB est le demi-finaliste qui a fait en tout cas qui a l'air d'être le plus faible. Oui, je suis d'accord. C'est difficile à lire. Et donc je pense que il peut paraître logique, en tout cas pour supporters ou les supporters toulousains, d'avoir préféré prendre l'UBB plutôt que La Rochelle ou Leinster. Ensuite, sur le match, ce qui va être très intéressant, ça va être la confrontation enfin entre nos deux pépites à l'ouverture. Tout à fait. Ça va être un beau match rien que pour ça. Et après, oui, espérons que les idées de jeu soient plus fantaisistes que ce qu'on a vu dimanche. Après, est-ce que l'UBB va pas arriver à... Alors, c'est un match qui va se jouer à Ernest Vallon, je pense. Est-ce que l'UBB va pas arriver un peu avec la crainte d'affronter l'ogre toulousain expérimenté en Coupe d'Europe avec un effectif quand même assez important, une expérience de ce haut niveau que je pense. Eux n'ont pas. Non, je pense pas. Non, tu penses que eux ils vont arriver à dépasser l'enjeu et à jouer au niveau. Ouais, parce que comme dit Dan, et là pour le coup je suis d'accord avec lui, moi aussi. Et en fait, ils n'ont rien à perdre et donc du coup ils vont vouloir jouer entre guillemets sans pression. Mais à ce petit jeu-là, je pense que Toulouse va gagner par contre. Je pense aussi, effectivement, je pense que ça va être un vrai derby, qu'il va y avoir du pilonnage de part et d'autre. Par contre, la grande différence entre l'UBB et le Stade Toulousain, c'est la profondeur du banc. Et la profondeur du banc, elle est pour Toulouse, avec deux équipes en fait, une équipe A et une équipe A', qui peuvent jouer en top 14 au meilleur niveau. Une nuance quand même, Thomas. Pour niveau 3/4 au Stade Toulousain, s'il est encore en blessé là, Médard, il est out là, non? Médard est peut-être out, mais du coup, là, on a Zach Holmes qui est deuxième centre avec Aki. Comme tu l'as dit, il y a encore 2 matchs avant cette demi. Va pas falloir quand même jouer trop avec le feu du côté des 3/4. Hein. D'un côté comme de l'autre. Ils peuvent faire tourner. Ils ont la chance de pouvoir faire tourner. Ok, restons-en sur les équipes qu'on peut voir sur le terrain. Oui, je suis d'accord. Le Stade Toulousain a une profondeur de banc inégalable en top 14, voire inégalable en Champions Cup. Et ils ont même plus que 2 équipes, parce que quand on voit la liste des blessés et quand on voit ce qu'ils sont capables d'aligner et de faire rentrer, ça laisse pantois quand même. Après, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu.
Mais moi, je vous ai annoncé une finale La Rochelle-UBB. On est aux portes de la finale et on verra. J'ai sûrement tort. À 98%, j'ai tort. Ah, tu te la joues à la Christophe Furios, là. Ça joue pas au micro. Ouais, tu te la joues à la Christophe Furios. Si tu pronostiques et tu t'espères, enfin, tu fais semblant d'espérer une défaite de ton équipe. On l'a vu caresser une patte de lapin. C'est ça. Ok, bon, on va faire les petits jeux des pronos, là. Donc, Thomas, c'est qui gagne ce match? Toi, on sait que t'es supporter de Montpellier, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Non, pour moi, c'est Stade Toulousain qui gagnera quand même ce match. Mais ce ne sera pas si facile. Alors, Thomas, il faut qu'on te rappelle quand même quelques règles un barbecue rugby. Si tu pronostiques le bon score, tu as du champagne. D'accord. Un bon score, 23-10. Ah oui. Ouais. On est sur une large victoire quand même. Ok, bon, Bob, vas-y. Moi, je vais dire non, un match pas très très beau. Je dirais un 16-9 pour le Stade Toulousain. Ok, Dan. Moi, je vois un 21-19 pour l'UBB. D'accord, avec la pénalité de la gagne de Jalibert à la sirène à la 88e minute. Non, avec juste un essai de Cordero à la dernière seconde de jeu transformé par Jalibert du bord de touche. Okay. Alors là, on est sur un magnum. Hein. S'il y a ça sur la victoire avec le bon score. Hein. Ok, bon, et Bilal, est-ce que tu vas rejoindre Dan Buster? L'émission avait très mal commencé entre vous deux avec des petites alpagades qui avaient failli être sanctionnées de carton. Et là, est-ce que tu vas le rejoindre à la fin? Jamais. 31-17 pour le Stade Toulousain. Et ça va être un match animé. Et Ntamak, il va mettre à l'amende Jalibert tous les jours. Okay. On en reparlera. Ok, très bien. Écoutez, moi, je vais faire mon petit prono. On va dire un 28-14 pour le Stade Toulousain. Voilà. Ok. Et pour le deuxième match, on voit qui en finale? On sait que Dan voit La Rochelle gagnant. Moi aussi, je vois La Rochelle gagnant. J'espère qu'ils vont gagner. Moi, je vois. Ok. Moi, je me permets de dire que je vois le Leinster qui passe. Voilà. Pareil, Leinster qui passe. Et Bilal? Mais bonne question. Allez, moi, je vais dire aussi La Rochelle. Mais plus pour le cœur que pour la raison. Ok, très bien. Oui, mais là, vous prenez pas les scores. C'est pareil. La Rochelle, Leinster, faut donner les scores. Mais attends, Dan, on a un budget assez limité. 38-24 pour La Rochelle. On a un budget. Il est en feu. T'as déjà fait ton côté match sur le sujet ou pas, Dan? Ah non. On parie pas d'argent, que du champagne. Hein. Oui. Millésimé. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais 38-24 quand même. 38-24 pour La Rochelle. Et si tu as les deux bons résultats, Dan Buster, c'est le champagne millésimé. Hein. Donc répète-moi, tu as dit 34 à 38-24. 38-24. Ok. Bon, on est obligé d'aller jusqu'au bout hein, maintenant. Ouais. Tu as dit ça. Vas-y, Bob. Moi aussi, je vois si La Rochelle gagne, ils vont. Ça va être une large victoire. Donc, je vais dire un 28-10 pour La Rochelle. Ok. Bon, moi, j'avais dit victoire d'une Leinster. Donc, moi, je vais dire une victoire à 28-5 du Leinster. Thomas, on t'entend plus. On t'entend plus. 18-15 pour le Leinster. Mais ça sent le combat, ça. Ça sent le combat physique. Ouais, c'est ça. Et toi, Bilal? Moi, je vais dire 24-21. Ok, 24-21 pour La Rochelle. Hein. Encore un duel de buteurs. Ouais. Avec 2 essais chacun, mais en fait, c'est Plisson qui va faire tourner le match. Ok. Thomas, t'as annoncé comme vainqueur à Leinster. Qui ça? Leinster, ok. Leinster, ouais. On a un petit équilibre, hein, j'ai l'impression, au niveau des pronos. Ok,
Bon, on a fait ce tour de Coupe d'Europe. Alors, en conclusion, on peut dire que autant le week-end dernier, on était sorti de ce week-end vraiment en disant carrément, certains disaient il n'y a que le rugby qui peut nous faire vivre des émotions pareilles. C'est ça. C'est exceptionnel. Franchement, le foot, moi, je paie mon abonnement sur RMC Rugby, 70 € par mois, il n'y a pas de problème. Et puis, après ce week-end, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu bouchonné quand même. Ouais, okay. Entièrement. Très bien, on fait peut-être un petit tour parce que justement, il y a les affaires courantes qui reprennent. On va peut-être aborder un petit peu la prochaine journée de top 14, si ça vous va. Ouais, rapidement. Juste un petit point. Juste pour dire que, disons que le premier match de cette journée de top 14, c'est un match qui va concerner le bas de tableau, avec un match entre Bayonne et Pau dès ce vendredi. Pour vous, c'est qui va descendre Alors, il faudrait que j'arrête de dire c'est qui va-t-il descendre à la fin de la saison? Est-ce que c'est sur ce match que se joue la capacité à Pau de pouvoir un peu remonter ou pour moi, c'est la finale du championnat pour la place de 13e. Et clairement, moi, je suis pour Bayonne dans ce match-là. Et le perdant, si Pau perd, je pense que sans mauvais jeu de mots, ils vont pas être bien et ils vont descendre en Pro D2. Oui, mais enfin, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, mais là, il y a quand même un gros écart. Il y a déjà 7 points d'écart. Hein. Et si Bayern l'emporte, même match nul. Hein. Ouais. Là, pour la section, c'est obligatoirement une victoire à 5 points. Hein. Il leur faut ça. Hein. Ok, vous avez un point de vue, Thomas ou Bilal, sur cette descente. Il n'y a pas un de ces deux clubs que vous souhaiteriez voir se maintenir en top 14 ? Bayonne, quand même, montre des belles qualités sur leur match. Ils n'ont pas de chance, mais ils sont présents avec Yannick. Avec Yannick, exactement. Côté chauvin. Avec Yannick. Et je trouve qu'ils ne méritent pas de descendre. Okay. Contrairement à Pau, Agen. Bon, Agen est sur son grand chelem. Et j'espère qu'ils vont continuer à rentrer dans l'histoire avec un nombre de défaites qui frôle les performances du TFC la saison dernière, mais alors, il y a une zone. Thomas, tu fais attention quand même, hein, c'est ta première, ne gâche pas tout sur la fin. Non, mais c'est quand même une place forte du rugby français quand même à Agen, qui a marqué l'histoire du rugby français. Les voir aligner des performances aussi piteuses journée après journée. On les a vus perdre contre Trévise en Coupe d'Europe, même si Trévise a donné du fil à retordre à Montpellier qui est pas au mieux aussi, mais c'est quand même assez triste. Agen qui va avoir quand même à remporter une victoire cette saison. Ils ont fait une Montauban il y a quelques années, on fait exactement la même. C'est-à-dire, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de chance. Donc, du coup, peut-être que la meilleure chose qui peut leur arriver, c'est descendre pour ensuite se restructurer, remonter plus tard. Hein. Peut-être que ça mal pour un bien. Après, aujourd'hui, quand même, le challenge de descendre en Pro D2 pour remonter en top 14 l'année suivante, c'est quand même très périlleux, tant la Pro D2 est très dense et qu'il y a une place et demie pour la montée. Donc c'est quelque chose de très périlleux. Ok. Pardon. Ouais, non, juste pour dire, Pau, ce serait aussi un gros gâchis quand même, hein, parce que au final, il y a une belle équipe, il y a de très beaux joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs qui, si Pau descend, ne vont certainement pas rester à Pau. On peut penser à Astois. Par exemple, ils avaient fait quand même un recrutement 5 étoiles avec des anciens Blacks, je crois, à Pau. Et au final, ça marche pas, comme quoi. Et comme quoi, il faut peut-être un peu plus de peau. Un peu plus de peau, un entraîneur qui arrive à un peu plus de peau, c'est pas mal. Plus de peau, c'est pas mal. Attirer oui, enfin moi c'est pour moi Pau, c'est incompréhensible. Pau et Montpellier, parce que vous oubliez Montpellier, hein. Montpellier est à 40 points, Pau, Bayonne à 39.
et Pau à 32. Hein. Donc à noter... Montpellier, ils n'ont pas la tête hors de l'eau quand même. Hein, oui, encore, mais à noter quand même que le match qui devait opposer Montpellier à Toulon ce week-end a été reporté. Vraisemblablement toujours pour l'histoire du Covid. Du RCT. On parlait d'Agen. Agen joue ce week-end à Armandie contre l'UBB. Donc ça c'est un match qui quand même arrêtez-moi si je me trompe, mais qui a l'air à mon avis, va tomber dans l'escarcelle des Bordelais de façon pas trop compliquée. Après, ils ont besoin de la victoire, Bordeaux, en tout cas. Hein. Ils ont besoin de la victoire. Oui, ils sont actuellement en 5e position. On va peut-être faire le tour justement de ces équipes qui veulent prendre le wagon du haut. On a notamment Lyon qui va jouer à La Rochelle. Là, eux, ils vont prendre la pâtée. Oui, mais ils ont besoin de. Oui, mais ils vont prendre la pâtée quand même. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme match ? On a le derby parisien quand même, qui oppose le Racing au Stade Français. Le Stade Français qui est un peu, on va dire, dans une sorte de, un peu le ventre mou du championnat. Ouais, c'est décevant le Stade Français. Hein. C'est comme très décevant. Comme la saison dernière. C'est décevant. Quesada, on aurait pu penser que il allait trouver les clés pour faire une belle équipe et c'est très très irrégulier en fait. Tout comme les joueurs en fait du Stade Français, c'est collectif et individuel. Il y a des joueurs qui livrent des prestations tantôt très brillantes, comme je pense à Macalou, je pense à Naïvalou aussi. Et dans l'autre sens, il y a des matchs où ils passent complètement au travers, alors que pourtant ils ont une très grosse équipe. Hein. Enfin, il y a Kremer, il y a Matera, Macalou, Allo Emile. Enfin, c'est Burban, c'est quand même, c'est pas des peintres. Hein. Et pourtant, ils sont. Mais là, on est quand même sur une série qui est pas très positive du côté du Stade Français. Oui, tout à fait. Une victoire. Après, moi, sur ce match, je serais quand même les 5 derniers matchs. Le Stade Français, mais c'est vrai qu'en ce moment, il voit pas la vie en rose. Et puis alors, vous oubliez quand même qu'il y a un Castres Stade Toulousain qui promet sévère. Hein. Effectivement. Parce que là, c'est le derby du coin. Et je vous avais dit il y a quelques journées que Castres serait pas loin de se qualifier dans le top 6. C'est ce qu'on allait dire. Et je peux vous dire que si Castres bat le Stade Toulousain, ça va être chaud la fin de saison. Ouais, mais alors déjà, il faut qu'ils battent le Stade Toulousain. S'ils battent le Stade Toulousain, ils vont revenir à hauteur peut-être de Toulon, vraisemblablement, qui d'ailleurs ne jouera pas. Donc effectivement, ils seront mais il faudrait qu'ils gagnent. Ouais, du Loup qui va perdre à La Rochelle. Donc effectivement, mais par contre, faut battre les Rouges et Noirs. Et effectivement, on peut aussi penser qu'un club comme Toulouse, en vue des demi-finales, avec le fait d'être en tête du championnat, ils vont peut-être aborder les matchs avec. On t'a perdu là. Non, c'est peut-être toi. Non, mais il était peut-être en désaccord avec ce que j'ai raconté. Mais moi, j'aimerais juste te dire un truc, revenir sur. Pardon, vas-y. Ouais, non, je voulais juste revenir sur un truc qu'on a dit sur le Stade Toulousain. Je trouve pas qu'ils aient actuellement un banc de touche si exceptionnel que ça. Si on prend les joueurs qui sont rentrés, par exemple ce week-end. Oui, donc il y a Tekori qui est très bon, mais UG, c'est plus le UG d'il y a 8 ans. Flamand, on sait pas trop qui c'est. Germain, on sait pas trop qui c'est. Placine. Germain, on a vu. Il joue à Bayonne, ouais. Non, mais Germain, il a dit qu'il avait l'occasion de marquer un essai. Ouais. C'est quand même un essai ce dimanche. Oui, mais Germain, c'est un latin. Il a eu un petit coup dans l'oreillette qui lui a dit non, vas-y. Ce que je veux dire, c'est non, mais Placine, si on sait qui c'est, on sait que c'est un bon joueur, etc. Mais c'est pas non plus des vieux de la vieille, quoi. C'est pas des mecs qui ont qui sont des chevronnés de. Oui, et donc Placine, il n'est pas tout jeune, hein. T'as Tekori quand même. Oui, voilà. Mais Tekori, il a 75 ans. Hein. Non, mais j'ai dit que c'était bien. J'ai dit que c'était pas exceptionnel comme bande touche. Voilà. Après, dans ce cas, où est-ce qu'il y a un banc de touche exceptionnel ? Si c'est la jeunesse, jeunesse qui pose un souci, on est quand même d'accord pour dire que sur cette année de rugby, on a vu un 15 de France avec aussi pas mal de jeunes. C'est enthousiasmant la jeunesse, c'est pas parce que bien sûr, rentrer pour faire la différence en fin de match que ça n'est pas à la hauteur. Non, mais je n'ai pas dit que c'était pas à la hauteur. J'ai dit qu'il n'avait pas un banc de touche exceptionnel. Non, mais actuellement. Il y a un vieux gars il y a très très longtemps qui a dit que la Valeur n'attendait point le nombre des années. Ouais.
Il y a longtemps, alors. Il y a ouais. C'est ça. Ok, bon. Après, UG, il peut apporter quelques bons services. On l'a vu sur le dernier match, hein, franchement. Sur un match contre Castres, en plus, il va marquer l'essai qu'il faudra, tu vas voir, Bob. Ok. Ouais. Mais attendez, mais moi, la porte est grande ouverte. Je pense que le Stade Toulousain va l'avoir très, très dur à Castres, que justement, ils vont essayer, malgré tout, de privilégier leur demi à la maison contre l'ogre de l'UBB. Et voilà, donc, mais à Castres, ça va être chaud. Hein. Castres, c'est une équipe qui revient de loin, qui a fait un très mauvais début de saison, qui petit à petit grignote et se rapproche de la place des 6. C'est ça. Et souvenez-vous d'une chose, hein, et je dis pas, ça sera pas le cas cette année, mais souvenez-vous d'une chose, l'année où ils ont été champions de France, Castres, ils se sont qualifiés 6e, et ils ont gagné tous les matchs les uns après les autres. Hein. Tout est possible, c'est la magie du rugby. Je dirais effectivement, c'est sûr qu'avec le début d'année qu'ils avaient fait, on était tous, ils étaient moqués hein, autour du barbecue, ils étaient moqués, vilipendés avec ce jeu restrictif. On disait qu'ils faisaient de la caricature de leur propre jeu, puis au final, ils remontent la pente et s'ils arrivent à continuer sur cette lancée, c'est possible qu'ils soient en play-off. C'est pas impossible. Ouais, après, moi, j'y crois absolument pas hein, à Castres cette année. Hein. Ok, bon, peut-être justement un dernier mot de chacun, maintenant qu'on est arrivé au terme de cette émission. Est-ce que vous avez encore un petit clin d'œil à dire, une recommandation à faire à un joueur vraiment qui vous fait rêver ou une révélation à indiquer? Quelqu'un? Ouais, moi j'espère que les clubs français de Coupe d'Europe ont bien intégré qu'il valait mieux essayer de jouer au rugby et proposer du spectacle que rester dans le rugby qu'ils nous ont proposé ce week-end et ça fera du bien au rugby et à leur équipe et à leurs supporters. Ok. Thomas, un petit commentaire. Oui, je trouve que 3 clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe, c'est quand même une bonne chose. Ça montre la compétence des clubs et formateurs notamment à avoir des joueurs de grand intérêt qui durent sur la durée. Donc, c'est vraiment une bonne chose. On peut s'en féliciter. C'est ça. Et puis, il y a aussi quand même, moi, je trouve, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, on a tous ces jeunes, et même ces jeunes stars qui sont assez enthousiasmantes. Hein. On parle de Jalibert, Ntamak, ce duel à venir en Coupe d'Europe. Franchement, moi, je trouve ça beau et c'est aussi une sorte de renaissance quand même du rugby français. Tout à fait. Dan Buster. Alors, moi, je voudrais juste faire 2 remarques. La première, c'est pour indiquer que le Japon est bientôt sur le toit du monde du sport avec Matsushima qui, moi, m'a époustouflé de toute sa classe lors du match de Clermont contre… Et même s'ils ont perdu, eh bien, vraiment, Matsushima est très, très bon. Et puis, on a Matsuyama qui, lui, a gagné le Master de golf d'Austin ce week-end. Donc, c'est la folie au Japon. Vraiment chapeau bas. Et puis la deuxième chose, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, on va assister à un duel entre Ntamak et Jalibert, qui sont peut-être aujourd'hui les 2 meilleurs demi d'ouverture existants au monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que la génération des 20 ans français, on a une charnière Dupont avec un demi d'ouverture et sur lequel il y a le choix et un certain nombre de joueurs devant et derrière. Marchand en talonneur, c'est quand même monstrueux. Franchement, c'est chapeau bas là. Sur la génération actuelle, c'est vraiment il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se joue. Et ce duel Jalibert-Ntamak, ça peut être quelque chose quand même. En effet, on va regarder ça avec attention. Bilal. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Bob lors du dernier barbecue rugby où il disait qu'il avait promis et enterré le rugby sud-africain. Quand tu vois les 2 matchs de dimanche, on voit que le rugby qui a fort impact sud-africain comme il était défini
et ben il est pas mort. Et ce qui me fait dire d'ailleurs, quand tu vois d'ailleurs la performance des joueurs sud-africains pendant ce week-end, que l'Afrique du Sud, et ben ça peut être vraiment la sélection qui peut faire peur pour la prochaine Coupe du Monde, plus que les Néo-Zélandais. De toute façon, tenant du titre, l'Afrique du Sud. Bah oui. Et vu les performances de leurs joueurs, Rouleux par exemple, il est même pas il est même pas champion du monde, par exemple. Ah oui. Non, mais voilà. Ok. C'était l'euphorie du week-end dernier. Écoute, le soufflet est un peu tombé au niveau du spectacle. Voilà. Et oui, du retour à la réalité. Tu nous ferais pas la citation sur les performances présentes ou passées Ouais, ne présume rien des performances futures, etc. C'est ça, on va dire que c'est un peu la citation de ce week-end de Coupe d'Europe. Écoutez, je vous remercie tous pour cette participation à l'émission. C'était une bonne émission et je vous remercie de votre présence. Écoutez, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. Écoutez, moi j'étais très satisfait de cette émission et puis je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Salut les gars. Ciao. Et allez Paris quand même pour demain, important au foot quand même. Ciao. Salut. Ciao. Et allez Paris.